Le mardi 15 avril, 3 individus défavorablement connus des services de police ont été arrêtés dans le Bouygues Télécom du centre commercial Avenir de Drancy. Ils venaient juste de cambrioler la boutique. Un braquage de plus en région parisienne en cette année 2025 où les magasins de téléphonie sont de plus en plus souvent les cibles de braqueurs, eux-mêmes de plus en plus jeunes. Pourquoi ce genre de larcin se multiplie-t-il en Île-de-France ? Qui sont les victimes ? Qui sont les braqueurs ? Je suis Elisa Tranin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Sylvain Allemand, bonjour. Vous êtes journaliste pour BFM Local et avec vous, nous allons revenir sur ce phénomène des braquages de boutiques de téléphone en Île-de-France. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par maître Lucie Mongne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Bobigny et vous avez déjà défendu des braqueurs. Nous reviendrons avec vous plus largement sur ce phénomène et sur le profil de ces assaillants. Mais avant cela, Sylvain, retour donc sur ce braquage à Drancy. Oui, tout commence lorsque les membres de la BRIFN sont informés que des braquages de boutiques de téléphonie s'accumulent depuis plusieurs jours en Île-de-France. Les policiers mènent donc l'enquête et apprennent qu'un braquage se prépare dans la boutique de Bouygues du centre commercial Avenir de Drancy. Les membres de la BRI identifient des suspects et se rendent sur place dans l'après-midi pour se mettre en repérage. Alors, la planque des policiers va vite porter ses fruits ce jour-là. Oui, tout à fait. Sur place, les forces de l'ordre remarquent que 2 suspects se rendent à plusieurs reprises dans la boutique pendant qu'un complice reste dans la voiture sur le parking. Vers 19h45, peu avant la fermeture du magasin, 2 hommes cagoulés armés d'une gazeuse et munis de 3 chariots de course rentrent dans la boutique et somment les employés de les conduire dans la réserve. À l'intérieur, ils prennent les téléphones portables et d'autres objets de télécommunication. Les salariés sont menacés et ligotés avec du serflex. Au moment de prendre la fuite, les suspects sont arrêtés par la BRIFN en flagrant délit. Des centaines de téléphones sont retrouvés dans les chariots. Alors c'est un nouveau braquage dans une année 2025 déjà noire pour les magasins de téléphonie en Île-de-France. Oui, tout à fait. Entre ce 1er mars et le 1er mai, 16 braquages de ce type ont été recensés dans la région. Asnières-sur-Seine, Vincennes, Orly ou encore Neuilly-sur-Seine. Toute la région a été touchée avec parfois 3 braquages dans la même journée et parfois même dans la même boutique. Le dernier en date remonte à samedi dernier lorsque la boutique SFR d'un centre commercial de Villebon-sur-Yvette dans l'Essonne a été à nouveau la cible d'un braquage après une première attaque en février. Il faut dire, Sylvain, que pour les braqueurs, c'est un larcin qui peut être très lucratif. Oui, ce type de larcin permet aux suspects d'agir vite pour un maximum de bénéfices. En quelques minutes, ils peuvent récupérer des centaines de téléphones en très peu de temps. Le butin s'élève bien souvent largement au-dessus des 50 000 euros. Pour les boutiques, la note est salée avec des centaines de milliers d'euros de préjudice malgré les assurances. Le mode opératoire est aussi souvent le même, des individus armés qui menacent les employés et qui demandent ensuite à avoir accès à la réserve. Une fois à l'intérieur, les salariés sont souvent immobilisés. En Île-de-France particulièrement, les voleurs peuvent écouler le téléphone dérobé et encaisser l'argent très rapidement grâce à des réseaux de recel internationaux bien implantés dans la région qui récupèrent le téléphone et rémunèrent très rapidement les braqueurs. À cet aspect lucratif s'ajoutent des risques relativement raisonnables pour les suspects lorsqu'ils se lancent dans ces braquages. Dans certaines enseignes, les employés sont encouragés à ne pas s'opposer aux assaillants, une politique de sécurité dont les malfaiteurs sont bientôt faits. Ces braquages, Sylvain, sont aussi très compliqués à prévoir pour les forces de l'ordre. Oui, les enquêteurs sont confrontés à des suspects qui attaquent rapidement et parfois dans la précipitation. Certains braquages ont eu lieu à pied ou en trottinette et souvent en présence des clients, comme ce fut le cas à Drancy. Les équipes de braqueurs sont aussi faciles à composer. Il suffit au réseau de recel de publier un message sur une messagerie cryptée du type Telegram en promettant une somme d'argent en échange des téléphones. Les braqueurs n'ont donc parfois aucune connexion entre eux. Pour les enquêteurs, ces caractéristiques rendent ces braquages compliqués à anticiper. On va voir ça avec notre invité dans un instant, mais ce phénomène ne touche pas que la région parisienne. Non, effectivement, même si ces braquages s'intensifient dans la région, le reste de la France n'est pas épargné pour autant. En janvier dernier, une boutique de Cap-Verne dans les Hautes-Pyrénées a été attaquée par 4 individus cagoulés qui sont repartis avec plusieurs téléphones dans des cartons. Les suspects n'ont toujours pas été appréhendés. Même scénario à quelques jours d'intervalle dans la petite commune de Montval-sur-Loire dans la Sarthe, où des malfaiteurs se sont introduits dans la boutique Orange du centre-ville, là aussi en pleine journée, et ont dérobé de nombreux téléphones. En moyenne, 16 cambriolages ont eu lieu chaque mois sur l'année en France en 2024. Bonjour Maître Mongne. Bonjour. Je le disais, vous avez défendu des braqueurs de ce type lors de plusieurs procès. Ma première question va être toute simple. Quelles sont les peines auxquelles s'exposent les braqueurs ?
Alors, bien souvent, il s'agit en fait de comprendre finalement l'orientation qui est choisie par le ministère public, puisque c'est eux qui sont en charge finalement de la poursuite. Et compte tenu de ces enquêtes qui bien souvent donnent lieu soit à une procédure de flagrant délit, on va s'orienter, en tout cas le ministère public va s'orienter plutôt vers un renvoi dans le cadre de comparution immédiate. Et donc nécessairement, qui dit comparution immédiate dit des investigations finalement assez limitées dans le temps, puisque dans le temps de la mesure de garde à vue, des investigations vont être réalisées, mais à l'issue, il y aura une présentation de cela. Et lorsqu'on parle de comparution immédiate, alors on est sur des procès qui finalement se tiennent là encore dans un laps de temps assez court et exposent les individus qui sont présentés à ces occasions à des peines alors plus ou moins importantes en fonction notamment de leurs antécédents judiciaires. Mais moi, pour les affaires que j'ai eu à connaître, effectivement, on était entre 2 et 4 années d'emprisonnement, bien souvent assortis pour la plupart de sursis mis à l'épreuve ou de sursis simples, parce que les profils finalement de ceux-là étaient ceux de personnes présentant une absence d'antécédents judiciaires, raison pour laquelle finalement la justice envisageait aussi des mesures, alternatives à un enfermement. Et justement, je rebondis sur les profils des assaillants. Là, vous avez parlé de certaines personnes qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires, mais c'est quoi généralement le profil type? Est-ce qu'il y a un âge ou un âge particulier? Est-ce que ce sont des malfaiteurs plutôt jeunes ou plutôt plus justement aguerris? Alors, moi, ceux que j'ai eu à connaître, finalement, il s'agissait quasi systématiquement de très jeunes. Alors, pas forcément mineurs, pour le coup, puisque sinon, ils n'auraient pas pu être envoyés dans le cadre de ce que j'évoquais, les comparutions immédiates, mais il s'agissait de jeunes majeurs, pour la plupart, donc je vous disais, sans antécédents judiciaires, happés par, effectivement, cet appât du gain, et puis séduits aussi par, finalement, le côté d'instantanéité de ces infractions, où on leur dit que ils ne risquent pas grand-chose, du fait notamment de leur absence d'antécédents judiciaires, et qu'ils n'ont pas beaucoup le temps de réfléchir finalement à fomenter et à construire l'après de la commission de cette infraction, puisque tout se passe dans un trait de temps extrêmement court. Il y a une annonce qui est faite via les réseaux sociaux, c'est par ce biais qu'ils sont recrutés, et puis finalement, on les rassure sur le fait qu'il n'y a pas d'armes à proprement parler, parce que bien souvent, il s'agit ce qu'on appelle d'armes par destination. Ils ont rarement soit des armes à feu ou autres. Et puis, par la suite, la question qu'il s'agit de se poser, c'est de savoir effectivement quel est le traitement qui est donné à l'occasion de ces audiences. Et on leur explique, alors à tort ou à raison, mais que on sera sur un traitement rapide et que du fait de leur absence d'antécédents judiciaires, vraisemblablement, ils bénéficieront d'une certaine bienveillance de la part de l'institution judiciaire. Alors, vous parliez un petit peu du recrutement, mais on a l'impression qu'ils sont recrutés au coup par coup, finalement. Qu'est-ce qui les attire là-dedans? Ce sont les sommes promises? Alors, oui, et en même temps, quand on rentre un petit peu dans le détail, les sommes promises ne volent pas bien haut, pardonnez-moi la trivialité de cette intervention, mais c'est aux alentours de 500 000 € qu'il leur est proposé. Beaucoup moins que les sommes dont on parle dans l'univers de la drogue. Évidemment. Alors après, parfois, on leur propose même de pouvoir garder quelques téléphones, de pouvoir garder quelques iPads ou autres produits finalement de la commission de cette infraction. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on touche plutôt des profils très jeunes qui finalement, pour 500 ou 1000 € mettent en péril leur situation, pénale, et prennent des risques inconsidérables sans prendre, le temps de réfléchir aux conséquences. Et justement, par rapport à ces braquages qui sont souvent quand même assez violents, on a vu les employés qui ont été ligotés à plusieurs reprises. Comment ces jeunes individus justifient leur acte face aux autorités, cette violence déployée lors des braquages? Alors, je dirais qu'on est sur des violences qui sont bien souvent, un petit peu fortuites et qui n'ont pas forcément été envisagées par cela. Parce que quand on parle de profils jeunes, on parle aussi de profils inexpérimentés. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des délinquants aguerris. Et donc, bien souvent, et en plus, lorsqu'on a accès aux caméras de vidéosurveillance, on voit que un certain nombre, finalement, de leur comportement relève plus, d'une peur ou d'une crainte
de pouvoir être interpellé et donc faire les choses un petit peu dans l'empressement. Et c'est ça qui vient occasionner parfois effectivement ces excès de violence pour pouvoir arriver à leur fin, à leur objectif, à savoir voler le plus rapidement possible sans se faire interpeller. Comment est-ce que vous expliquez que les boutiques de téléphonie soient de plus en plus souvent visées ? Alors, pour moi, c'est assez simple, finalement. D'une part, parce que les boutiques de téléphonie ne présentent pas la même sécurité que, par exemple, des banques ou je dirais, boutiques de luxe. Plus simplement encore, en termes de revente, finalement, des produits qui vont être dérobés, on est sur des produits qui, finalement, trouvent beaucoup d'acheteurs avec une absence, finalement, de lien qui va être réalisé entre les produits qui vont être dérobés et leur revente. Alors parfois, effectivement, quand il s'agit de billets, on sait qu'ils sont numérotés. Les produits, notamment numériques, peuvent l'être aussi, mais finalement, il suffit qu'il manque certains fichiers qui aient été réalisés notamment par ces boutiques de téléphonie pour que, on puisse récupérer dans le cadre de ces ventes de produits numériques, des produits presque neufs sous emballage et qui pourront être utilisés sans difficulté aucune et revendus via même des sites classiques, Le Bon Coin et autres. Et justement, on l'a vu, il y a l'ombre de groupes de recel internationaux qui planent au-dessus de ces affaires. Et est-ce que ces jeunes braqueurs, est-ce qu'on peut dire qu'ils font partie pleinement de ces groupes ou alors ils sont vraiment de la main-d'œuvre interchangeable pour ces groupes organisés? Ah non, c'est des petits maillons. Et puis, de toute façon, à partir du moment où ils ont commis ce larcin, ils redistribuent, sauf à considérer qu'ils sont payés via, finalement, ces vols. Mais sinon, ils redistribuent tout ce qu'ils ont dérobé aux commanditaires. Et après, finalement, ils passent la main, je dirais. Eux, ils n'ont qu'une mission qui est prédéterminée, qui est assez courte. Elle concerne finalement leur intervention et l'idée, et de toute façon, c'est ce qui est recherché aussi dans cette espèce d'anonymat qui est posé par les commanditaires, c'est un cloisonnement, c'est-à-dire que chacun a un rôle, chacun a une mission prédéterminée. Cette mission étant terminée, chacun retrouve sa vie et justement, ça permet aussi de, je dirais, rendre difficile les poursuites et les investigations pour les enquêteurs et c'est le but poursuivi à mon sens. Une dernière question peut-être un petit peu plus personnelle, puisque vous-même, vous avez défendu ce type de jeunes braqueurs. Est-ce qu'ils ont conscience de la gravité de leurs actes ? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, quand vous les rencontrez ? Alors pour la plupart, non. Et puis je vous dis, ils sont rassurés finalement dans le temps au moins du transport vers la commission de ces faits. Ils n'ont pas conscience, lorsqu'ils sont en garde à vue, des peines auxquelles ils s'exposent. Ils n'ont pas conscience de pouvoir, parce que c'est la première fois, être confrontés à l'univers carcéral, parce que parfois dans le cadre, ils découvrent exactement, parfois dans le cadre des commissions, des comparutions immédiates, il est question d'un renvoi, notamment pour nous, avocats de la défense, permettre de préparer le dossier, permettre également éventuellement de soulever des nullités de procédure. Et donc, parfois, ils sont confrontés effectivement à une incarcération, alors plus ou moins longue, mais c'est vrai qu'ils sont profondément choqués du traitement qui leur est accordé et ils ne comprennent pas finalement l'ampleur ni de ce phénomène, ni des conséquences que cela peut avoir sur leur situation, je dirais, pénale. Merci beaucoup pour votre éclairage, Maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci Sylvain pour votre enquête. Vous pouvez retrouver cet épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit, sur bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.